かけていた少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Dans nombre des affaires dont je parle plane souvent l'ombre mystérieuse d'une organisation criminelle pas si secrète que ça et qui suscite bien des fantasmes. Héros de la littérature, personnages de films ou de mangas, glorifiés et idéalisés par certains, honnis et abhorrés par d'autres, le moins que l'on puisse dire est que le sujet ne laisse en tout cas pas indifférent. Alors, pour clarifier un peu les choses, tentons de faire un survol non exhaustif de ce que sont vraiment les Yakuza. Avant d'aborder le gros morceau de leur influence réelle ou supposée dans le Japon d'aujourd'hui, un peu d'histoire. Les historiens s'accordent à faire remonter l'origine des Yakuza au XVe siècle, mais ce qui fait toujours polémique aurait plutôt trait à la nature même de ces origines. Trois théories s'affrontent toujours et nous verrons pourquoi les gangsters d'aujourd'hui privilégient l'une plus que l'autre. Tout d'abord, il y a l'origine possible puisée chez les Bakuto, ces joueurs de dés et de cartes sans attache et qui traversaient le Japon médiéval avec leur jeu de Hanafuda en poche, arnaquant le villageois ivre lors de parties truquées et usant volontiers de leurs armes pour intimider les ruraux qui n'auraient pas voulu s'acquitter de leurs dettes de jeu. Sans moralité, souvent hors la loi et recherchés par les troupes impériales, ils avaient déjà mis en place une organisation secrète destinée à se protéger, à cacher les plus traqués, mais ils avaient aussi adopté le tatouage comme signe de reconnaissance. Le mot Yakuza provient d'ailleurs d'une combinaison perdante du jeu de cartes favori des Bakuto. Autre origine supposée, les Tekiya, des marchands ambulants qui sillonnaient les routes du Japon, organisés en guildes et peu enclins à respecter les lois de l'Empire. Beaucoup vendaient des produits de qualité très médiocre, souvent volés, et ce sont eux qui historiquement ont instauré le racket des commerçants installés. La hiérarchie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les clans Yakuza vient d'ailleurs de celle des Tekiya. Ces guildes de camelots enrôlaient tous les exclus de la société, les repris de justice, les déserteurs et les vagabonds, leur offrant l'opportunité de s'enrichir après un rite initiatique, lui aussi toujours présent dans les gangs actuels. Enfin, la troisième origine possible, celle des Machiyoko, du nom de ces groupes de citoyens créés entre le XVe et le XVIe siècle pour protéger les populations contre les bandes de Kabukimono, ces bandits assassins issus du démantèlement militaire de l'ère Tokugawa. Les samouraïs et militaires lâchés ainsi dans la nature, toujours armés et carapassonnés, se livraient régulièrement à des razzias sur les villages et commettaient les pires exactions contre les populations, volant, violents et tuant, parfois pour le plaisir. Des habitants de grandes villes puis de bourgades plus modestes se seraient ainsi ligués en petites milices de protection contre ce danger interne permanent. D'abord constitués de notables et de paysans propriétaires, ces Machiyoko ont vite recruté des gens plus modestes, ouvrant même leur rang au Burakumin, caste mise au banc de la société japonaise depuis ses débuts. C'est petit à petit cette caste qui prendra le dessus sur les effectifs jusqu'à en devenir les membres principaux. C'est toujours le cas actuellement puisque les trois quarts du plus gros clan Yakuza en activité à ce jour, les Yamaguchi, est constitué de descendants directs des Burakumin. Vous vous en doutez, c'est de cette troisième origine supposée que se revendiquent les Yakuza contemporains, y voyant une parenté avec le code de chevalerie dont auraient hérité les descendants des Machiyoko, littéralement au service de la cité, mais que traduisent en défenseurs des faibles. En fait, la réalité est sans doute beaucoup plus composite. En effet, Bakuto, Tekiya et Machiyoko vont perdurer et évoluer dans le temps et en parallèle. Les joueurs vont se constituer en groupes clandestins, organisant les cercles de jeu puis les casinos illicites, trouvant un nouvel essor dans la levée de l'interdiction du jeu d'argent à l'ère Meiji. Les Tekiya, eux, anciens coupe-jarrets camelots, s'organisèrent en guildes puis constituèrent, dès le XIXe siècle, une véritable force commerciale organisée et autorisée par l'administration impériale.
Il n'est donc pas exagéré de dire que le commerce de cette ère de réforme était en majeure partie détenu par la mafia. Les Matiocco, quant à eux, évoluèrent aussi. La menace intérieure passée et les tons plus cléments revenus, ils se tournèrent vers la politique et l'influence. Dressant leur pédigré chevaleresque fantasmé comme un brevet de pureté, les grandes familles descendantes des Matiocco formèrent ou rejoignirent les courants les plus nationalistes et traditionalistes, rejetant fermement la politique du jeune empereur Meiji, désireux d'ouvrir le Japon sur le monde. Alors, lorsque le port du kimono, des cheveux longs, du sabre ou des tatouages furent bannis par l'empereur au profit du costume occidental, ils s'érigèrent en rempart contre cette modernité infamante et cette insulte faite aux ancêtres, et rentrèrent en résistance. Plusieurs groupes issus de ces partis commirent des attentats meurtriers contre des députés réformistes, mais aussi contre des dignitaires étrangers venus échanger avec le gouvernement et les entreprises. C'est ainsi que ce que l'on peut maintenant appeler les yakuza politiques assassinèrent plusieurs ministres et ambassadeurs, 2 premiers ministres, et se rendirent même coupables du meurtre de la reine de Corée en 1895, dernier rempart à l'invasion colonialiste japonaise. L'histoire nous démontrera que les gangsters commirent tout cela en étroite collaboration avec les autorités militaires, elles aussi ultranationalistes et impérialistes. La fin de l'ère Meiji, l'ère Taisho et le début de l'ère Showa furent des périodes d'abondance et de puissance pour les gangs et les parrains, les koromaku, jouissant d'une grande liberté et d'une certaine impunité, organisant les trafics entre le Japon et ses colonies chinoises et coréennes, fournissant à l'armée d'occupation alcool, jeux et prostituées. C'est à cette époque que le distinguo entre les 3 origines ne convient plus d'être fait. Cercles de jeu, compagnies commerciales et politiques ne formaient alors plus qu'une seule entité nommée Yakuza. Tous ces groupes, de mieux en mieux organisés et structurés, vécurent assez bien la période de la Seconde Guerre mondiale, assurant le marché noir et le superflu à ceux qui pouvaient se le permettre. C'est ainsi que des parrains notoires comme Kodama Yoshio ou Sasakawa Ryoichi purent fréquenter le tout Tokyo des années 30, comptant dans leur carnet de bal ministres, aristocrates et artistes. Comme je vous en avais parlé dans l'affaire du meurtre de Kataoka Nizaemon, Kodama était un mondain et connaissait le gratin artistique, notamment Kataoka, milieu dans lequel il diffusait son alcool de contrebande, son tabac étranger, son opium, mais aussi ses idées ultranationalistes et anticommunistes. Sasakawa, encore plus acharné, sera même un leader politique d'extrême droite influent dans l'Axe, allant même jusqu'à rencontrer Mussolini en 1939. Il est l'un des parrains influents qui donna au gang Yakuza une organisation presque militaire, calquée sur celle des chemises noires. La période de l'immédiate après-guerre et de l'épuration vit l'arrestation de ses parrains et de leurs lieutenants par l'armée d'occupation américaine. Ils ne furent pas tant arrêtés pour leur activité criminelle que pour leur implication politique et logistique dans les colonies japonaises et leur accointance ultranationaliste avec l'état-major japonais. Alors, devant la débâcle et la famine qui frappaient le Japon de 1945, le gouvernement provisoire nommé par le général MacArthur avec à sa tête le premier ministre Shidehara Kijuro fut chargé de reconstruire le pays, de lui donner une nouvelle constitution, mais surtout de le nourrir. Conscient de l'impossibilité des structures officielles détruites par des années de guerre et de bombardements à assurer cette tâche, il fut alors demandé plus ou moins officiellement à ceux qui savaient le mieux s'organiser dans l'urgence et l'avaient déjà fait avec succès toutes ces années. C'est ainsi que les parrains furent libérés de prison, retrouvèrent leurs troupes et rencontrèrent même des dignitaires du gouvernement, comme l'atteste la célèbre photo de la rencontre entre le ministre Hatoyama Ichiro et Kodama. Rapidement reconstitués, les familles et les clans Yakuza assurèrent la survie du Japon de l'après-guerre et mirent en place des circuits de production et de distribution indépendants qui purent nourrir le pays jusqu'au retour de l'équilibre et du miracle économique des années 50. Mais tout cela eut un prix car aucun parrain, malgré les fortunes gagnées de façon presque légale, ne voulut se cantonner à ce rôle d'épicier et très vite, les activités illégales reprirent le dessus. Les maisons closes fleurirent au milieu des ruines des grandes villes, souvent sur des terrains que les Yakuza s'attribuaient sans aucun titre de propriété, s'allouant de grandes parcelles de terrain en ruine à Tokyo, Osaka ou Kobe.
Le trafic de stupéfiants reprit de plus belle, souvent aidé par les soldats américains qui passaient des quantités de drogue dans leur pactage, exempts de fouilles lors de l'arrivée sur le territoire. Les grandes familles purent alors reprendre leurs activités et certaines se formaient dans ce climat plutôt favorable. Il est aujourd'hui établi que les autorités américaines et le gouvernement japonais firent d'énormes compromis avec les Yakuza durant ces années d'après-guerre et de partage du monde, voyant en ces clans et en leurs convictions ultranationalistes un rempart contre la tentation communiste qui gagnait alors l'Asie. Les années 50 furent une décennie bénie pour les Yakuza. Kodama, le parrain des parrains, réussit à structurer l'ensemble des gangs et à former une unité encore jamais atteinte, certes avec la complicité active des Américains et des dirigeants nationaux, mais aussi par un certain talent pour le compromis et l'initiative. C'est lui qui réussit en 1949 à mater puis à assimiler les Gorentai, ces petits groupes de voyous des rues, violents et sans organisation qui cherchaient à créer une puissance du crime parallèle. Kodama les fit rentrer dans le rang en leur donnant une place et des responsabilités dans l'organisation criminelle, à condition qu'ils adhèrent au code d'honneur des Yakuza. À noter que le clan le plus important aujourd'hui, constitué comme nous l'avons vu de descendants des Barakumin, les Yamaguchi donc, est également l'évolution structurée de ces Gorentai. À la fin des années 50, la grosse centaine de clans et de familles mafieuses représentait plus de 180 000 membres à travers le pays, contrôlant les marchés du jeu, de la prostitution, de la pornographie, de la drogue, du trafic d'armes, mais aussi à travers ses vitrines légales, ceux de l'agroalimentaire, du transport routier et du bâtiment. Une nouvelle fois, en 1958, le parrain se vit confier une mission par les autorités américaines d'occupation, en fait, nous le savons maintenant, par la CIA, celle de stopper les groupes maoïstes sur le territoire japonais, de casser les grèves organisées par les syndicats de gauche et de faire du renseignement au sein des groupes d'extrême gauche qui voyaient le jour dans tout le Japon. Ils avaient bien sûr toute autorité à user de la violence pour éliminer ces groupes et ils ne s'en privèrent pas, laissant des centaines de cadavres derrière eux. Les années 60 furent elles aussi une décennie riche en accomplissements pour les gangs. Croissante depuis la fin des années 40, des petites bandes de Coréens et de Taïwanais, anciennes colonies japonaises, voyaient le jour et prospéraient, prenant de l'importance et tenant tête aux parrains japonais, racistes par nature. Alors, en 1960, devant la trop grande menace de schisme que représentaient ces gangs, Kodama les autorisa à entrer dans la grande famille et prit Machi Hisayuki, né Yang, le fondateur du clan Tosei Kai sous son aile, l'aidant même à trouver une trêve avec les Yamaguchi, toujours en quête d'indépendance. Les territoires furent distribués entre les clans, les laissant gérer leurs affaires à leur guise, avec pour seule obligation de ne pas empiéter sur le territoire voisin et de respecter le code d'honneur des Yakuza, remis au goût du jour par Kodama. Mais tiens, penchons-nous un instant sur ce fameux code. Librement inspiré du code de chevalerie Ninkyodo, il tient en 9 points. Premièrement, tu ne t'en prendras jamais aux citoyens innocents. Article régulièrement bafoué, ne serait-ce que par le racket des commerçants. Deuxièmement, tu ne voleras pas la femme de ton ami. Maintes fois démenti par les faits et les règlements de compte dus au vol de la femme de l'autre, digne de la guerre de Troie. Troisièmement, tu ne voleras pas le clan. Inutile de préciser qu'il est l'article le moins respecté. Quatrièmement, tu ne te drogueras pas. Au vu de la consommation de méthamphétamine par les Yakuza, il est à parier que cet article ne soit pas trop respecté non plus. Cinquièmement, tu dois l'obéissance et le respect à ton chef. Et c'est sans doute la partie la plus suivie de ce code, tant les punitions en cas de rébellion sont atroces. Nous en reparlerons plus tard. Sixièmement, tu devras être prêt à mourir ou à aller en prison pour ton parrain. Autre article plutôt respecté. Septièmement, tu ne parleras du clan à personne. Encore un article plutôt appliqué à la lettre, personne n'oublie le sort réservé aux bavards. Huitièmement, tu ne parleras ni devant la police ni en prison, qui, il va sans dire, est scrupuleusement observé sous peine de gros ennuis. Et enfin,
Neuvièmement, il est interdit de tuer un civil. Article régulièrement violé lors des fusillades et des exécutions usurières des débiteurs malheureux. Kodama et ses clans unifiés pourra tout à sa guise développer ses activités criminelles au cours des années 70, sous l'œil bienveillant de la police. Héritée des origines, la relation Yakuza-police avait toujours été assez proche et courtoise. Un accord tacite entre les deux parties établissait que tout mafieux qui se rendait coupable d'un meurtre devait se rendre à la police, pouvant y négocier sa peine et sa prison, et en échange, les gangs assuraient la sécurité des citoyens lambda dans les quartiers qu'ils tenaient. En coulisses, le parrain et ses lieutenants étaient de plein pied dans la politique et commençaient à faire et défaire les élections et les hommes. Pots de vin et corruption assuraient la pérennité de leurs candidats qui, une fois élus, leur assuraient la tranquillité, de nouveaux espaces et de nouveaux marchés. Mais au milieu des années 70, un grain de sable vint gripper cette machine bien huilée alors qu'éclatait l'affaire Lockheed, établissant des liens très étroits entre Kodama et le FBI, et ce, depuis des années. Toute la population fut sous le choc et tout le monde y perdit quelque chose. Le gouvernement américain, qui attira la haine des Japonais pour cette ingérence, pourtant courante à la CIA, le gouvernement japonais qui, une fois le scandale et les documents révélés, dut faire la chasse aux corrompus dans ses rangs, l'opinion publique qui, étrangement, avait de la sympathie pour Kodama et ses hommes et se sentait trahi par ce suppôt de l'occupant, et enfin, Kodama lui-même qui dut comparaître devant une cour pour la première fois depuis la fin de la guerre et pour répondre d'actes de trahison. Bien qu'ils firent les offusqués, bon nombre de grands chefs mafieux étaient au courant de ces arrangements et la plupart en croquaient allègrement depuis 30 ans. Mais certains le vécurent plus mal que d'autres. Ainsi, Maeno Mitsuyasu, acteur raté qui ne tournait que dans des pornos bon marché produits par le syndicat du crime, adepte des théories de Mishima et ultranationaliste, vit cette traîtrise d'un très mauvais œil. Anti-américain et tout ce qui n'est pas japonais d'ailleurs, Maeno voyait en Kodama l'incarnation de ses valeurs, alors lorsque le scandale éclata, il décida de supprimer le parrain. Pilote amateur dans un aéroclub de Setagaya, il loua un petit avion de tourisme pour la journée, le matin du 23 mars 1976, et, bandeau de kamikaze sur le front, écrasa son appareil sur la maison de Kodama. Maeno mourut, mais Kodama s'en sortit indemne, comme toujours. Fatigué par une vie d'excès, de stress et de bagarre, il fera une attaque cérébrale en 1979, obtenant ainsi un report de son procès. Par le jeu des alliances, il le fera repousser encore et mourut paisiblement dans sa luxueuse villa de Tokyo le 17 janvier 1984, à l'âge de 72 ans. Sa mort mit un terme à la relative harmonie qui régnait entre les clans et bientôt, la lutte pour le pouvoir recommença et les gangs se livrèrent une guerre des territoires acharnée, semant les cadavres derrière eux. Malgré cette nouvelle ère de chaos dans les rues des villes japonaises, la population gardait une opinion relativement positive des Yakuza, certainement alimentée par les films et les mangas qui véhiculaient une image de gangster au grand cœur, presque romantique. Mais les années 80 mourantes virent un changement de paradigme assez radical. En effet, année après année, les scandales de corruption orchestrés par les Yakuza au sein des partis politiques et du gouvernement éclaboussaient le pays et exaspéraient les gens. Les magouilles immobilières mettaient les populations en danger en employant des entreprises mafieuses qui utilisaient des matériaux bon marché pour construire les immeubles, provoquant des éboulements meurtriers à répétition. Les fusillades en série dans les rues des grandes villes qui touchaient de plus en plus de civils et parfois même des enfants, victimes de balles perdues. L'introduction d'armes et de drogues sur le territoire organisée par les gangs de Yakuza installés à l'étranger et qui développaient leurs activités aux États-Unis, en Corée, à Taïwan, au Mexique, en Australie, au Vietnam et ailleurs, donnant le sentiment aux Japonais qu'ils n'étaient en réalité qu'une organisation criminelle comme les autres. Ce sont ces faits et des projecteurs étrangers braqués sur la pègre nippone qui assombrissaient le tableau brillant d'un pays qui réussit tout, qui amena le gouvernement à voter une loi anti-gang en 1992.
Dès le 1er mars, les effectifs de police firent des descentes dans toutes les organisations du crime et mirent en place un vaste recensement obligatoire, sous peine de prison. Tous les clans et leurs organigrammes furent listés et enregistrés sur un fichier central. Les accords tacites entre gangs et autorités furent immédiatement vaporisés et nombre d'arrestations dans les milieux politiques et industriels accompagnèrent celles des Yakuza. Les mois qui suivirent furent une véritable hémorragie dans la pègre. Les Shatei, les apprentis, prenaient leurs jambes à leur cou en voyant les vagues d'arrestations et surtout la fin de la protection policière qui leur donnait une espèce de toute-puissance dans la rue. En quelques mois, les troupes avaient diminué de moitié sur le territoire et la collaboration avec Interpol permit aussi de démanteler des clans implantés à l'étranger. Une ordonnance de 1993 renforça cette loi et rendit les parrains responsables de tout acte commis par un de ses subordonnés, le rendant légalement accessible à des poursuites judiciaires pour la moindre incivilité d'un affranchi sur un civil. Cette ordonnance introduisit également la notion de circonstances aggravantes pour les délits commis au sein d'une organisation criminelle. Alors, petit à petit, les grandes vitrines légales des familles mafieuses fermèrent, le petit trafic de rue diminua, les gangs les plus sauvages disparurent et seules les 4 familles les plus importantes et les plus solides purent survivre. Ces grandes familles, toujours sur le devant de la scène, ce sont d'abord les Yamaguchi-gumi, qui représentent presque la moitié des effectifs de la pègre japonaise avec plus de 750 clans répartis sur tout le territoire et à l'étranger, et qui mènent, depuis la mort de Kodama, une politique de croissance exponentielle espérant réunifier les clans nationaux sous leur bannière. Viennent ensuite les Sumiyoshi Rengo, qui, comme ça a toujours été le cas depuis leur création en 1959, forment une fédération du crime plus qu'une famille unie et réunit une constellation de petits clans, 180 au total, ayant fait allégeance aux parents. Leur fonctionnement est assez proche des motorclubs américains 1%. Puis, les Inagawa Kai, considérés comme la famille la plus légitime car fondée en 1949 par Inagawa Kakuji et constituée par les héritiers en ligne directs des Bakuto. Basés à Yokohama et spécialisés dans les jeux clandestins, comme leurs ancêtres, ils sont les premiers à exporter leur business dès le début des années 50. Enfin, la dernière famille est celle des Toyo Jigyo Kumiai, composée presque uniquement de Coréens et basée à Tokyo, qu'ils contrôlent en partie avec environ 1000 membres et en menant une guerre d'usure aux autres familles. Nous reviendrons sur toutes ces familles plus en détail. Alors oui, les années 90 et 2000 furent 2 décennies terribles pour les Yakuza, traqués par la police, le fisc et honnis par les médias qui les présentaient maintenant comme des criminels sans foi ni loi. Ils durent changer de stratégie et retourner dans la clandestinité des débuts. Pour échapper aux brigades anti-gang, simuler une dissolution des grandes familles et échapper au contrôle gouvernemental sur les entreprises, les grands groupes industriels et financiers tenus officiellement par des Yakuza furent vendus ou dissous, et les 3 grandes familles créèrent une petite association humanitaire à but non lucratif pour les Yamaguchi, une SARL multiservice pour les Inagawa et une petite entreprise de transport et de BTP pour les Sumiyoshi. Dès lors, ils durent montrer à travers ces vitrines nettoyées qu'ils se rangeaient des affaires, mais la réalité fut tout autre. Chassés des hôtels de luxe et des salons du pouvoir, les Yakuza restructurèrent leur département et se lancèrent dans la prostitution de bas étage, celle des bars de nuit, des salons de massage et des love hotels à dessous, recrutant de force une main-d'œuvre étrangère principalement venue de Chine, de Thaïlande et de Russie et racolant les clients dans les rues des quartiers chauds, dont le célèbre Kabukicho de Tokyo. Exclus des grands groupes immobiliers, ils redevinrent des petites mains brutales et se firent agents d'expulsion pour des propriétaires non payés, mais aussi banques de prêts pour des particuliers exclus des systèmes bancaires. Bannis des casinos chics et des cercles de poker huppés, ils rouvrirent des tripots clandestins dans les caves des villes et des campagnes et remirent un pied, puis bien plus, dans l'industrie juteuse du pachinko, le péché mignon de beaucoup de Japonais.
Persona non grata des grands groupes industriels, les clans firent chanter leurs anciens amis, puis, en système pyramidal descendant, reprirent leur raquette des entreprises et l'intimidation musclée. Enfin, ils investirent le milieu du sport, et plus particulièrement ceux du sumo, du catch et des courses de bateaux, en réorganisant les paris clandestins et, bien entendu, en truquant les matchs. C'est également à cette période de grande traque au Yakuza qu'ils reprirent le chemin du trafic de drogue sur la pointe des pieds, car le temps où les autorités leur laissaient passer des tonnes de méthamphétamine sous l'œil bienveillant de la CIA était bel et bien terminé. Le coup de grâce fut porté à l'âge d'or des Yakuza le 1er octobre 2010 lorsque le gouvernement vota une nouvelle ordonnance anti-gang. Cet ultime assaut légal renforçait les lois prises en 1993, mais introduisait également la criminalisation de toute personne ayant commerce avec une organisation criminelle, même de façon occasionnelle. Ainsi, certaines banques abritant notoirement les avoirs de certains parrains durent rendre des comptes et furent sévèrement punies, et une nouvelle brigade spécialisée reçut tout pouvoir de confisquer les avoirs des Yakuza. Il en devint de même pour les entreprises ou organisations suspectées de faire commerce sous main avec la pègre, la simple ouverture d'une enquête entraînant alors un gel des comptes et une saisie des biens mobiliers et immobiliers. En quelques années de ce traitement, les 4 grandes familles perdirent énormément de leur influence et de leurs effectifs. Au fil des années, des schismes se créèrent et de grands clans autrefois puissants volèrent en éclats, se repliant sur un petit territoire sans véritable pouvoir. La nature ayant horreur du vide, ce furent de nouveaux types de petits voyous qui reprirent la rue, peu ou pas liés au syndicat du crime et très loin des velours rouges des salons des parrains. Ces nouvelles bandes, comme les Kantorengo, ultra-violentes et sans code, s'opposèrent aux Yakuza dès 2013 et empiétèrent sur leur territoire et leurs activités, donnant lieu à des règlements de comptes sanglants. Alors, ce que la police japonaise du quotidien redoutait arriva. Ces jeunes pousses du crime, ignorant tout des codes d'honneur, n'hésitèrent plus à s'en prendre aux populations, et une criminalité dite classique fit son apparition dans des rues jusque-là plutôt tenues par les clans. En cette fin d'année 2020, les guerres de clans ont repris de plus belle et la poudre parle dans les grandes villes. Les lieutenants des Yamaguchi font sécession et paient de leur vie leur trahison. Les affiliés des Sumiyoshi quittent la fédération pour voler de leurs propres ailes et rejoignent les rangs de cette nouvelle délinquance. Les autres familles historiques, elles, tentent désespérément de retrouver de leur grandeur passée en tentant de fédérer les branches les plus traditionnalistes, mais la police veille et les arrestations se succèdent. La grande épidémie mondiale de Covid ayant mis un sérieux coup de frein aux dernières activités légales des Yakuza, jeux, bar à hôtesses et porno entre autres, il est à craindre qu'une guerre encore plus meurtrière n'éclate pour se partager les restes de cet empire du crime disparu. Alors est-ce que nous assistons à la fin des Yakuza et de leur grande famille, ou tout simplement à une nouvelle ère ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la première d'une série de 4 consacrée aux Yakuza, à leur histoire, à leur structure, à leur grande famille. La prochaine vidéo sera consacrée justement à ces 4 grandes familles ainsi qu'à l'organisation et à la structure interne des gangs et des clans. Merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip ainsi qu'en achetant mes t-shirts sur la boutique Spreadshirt. Et encore merci à tous ceux qui le font. À très bientôt pour la deuxième partie de cette série de vidéos consacrées au Yakuza. Matane. The warm above in the blue of the sky. Day I met you, I'm going loud, no reason to cry. The day I met you, you gave me wings and at last I could fly.
in the light of your eyes, killing the light that goes beyond mine. Dreaming again for you for life, fighting to death to make it real. The world of chill in the eyes of the angel. The day I met you, all the children to ring their bell. When I kissed you, I wanted to stop the run of universe. The day I met you, I am still the way it feels to be glad. The day I kissed you, living again in the light of your eyes, killing alive the gravity of my heart, living again for a year for life.